Christophe, la parole à toi. Tu as une vingtaine de minutes pour expliquer le rôle des dépenses publiques Allons-y. dans les blocages systémiques actuels. Merci beaucoup, Wojtek. Merci à toutes et tous. Donc, pour me présenter en quelques mots, je m'appelle Christophe Alliot, j'encadre les travaux de recherche et d'études au BASIC. Et le BASIC est un acronyme pour Bureau d'analyse sociétale d'intérêt collectif. Nous sommes une coopérative, bureau d'études, qui travaillons sur la question des modes de production et de consommation et de leurs impacts sociaux, sanitaires, environnementaux. On mène des travaux à la fois pour le compte d'organisations de la société civile, des collectivités locales, territoires, métropoles, parcs naturels, et des pouvoirs publics à l'échelle nationale, européenne. On travaille pas mal avec la Commission européenne, la FAO, mais aussi en intergouvernemental. Aujourd'hui, je vais vous présenter une étude qui nous a pris un peu plus de 2 ans de travail, que nous avons faite, une recherche que nous avons faite pour le compte de 4 ONG françaises, 4 organisations, le Secours catholique, les CIVAM, Solidarité Paysans et la Fédération française des diabétiques. Les principaux résultats de cette étude sont déjà sortis en septembre. De notre côté, nous venons de mettre à disposition, il y a 15 jours, les résultats détaillés du rapport de recherche qui, du coup, a alimenté ce rapport des ONG, et puis ainsi que toutes les annexes méthodologiques et l'accès aux données. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, je commence à tout de suite partager mon écran, c'est quelques-uns des résultats principaux pour animer la discussion que nous allons avoir ensemble. C'est parti. Du coup, les questions qu'on s'est posées sont autour de l'évaluation économique du système alimentaire français, et en particulier une focale, comme le disait Wojtek, sur la question des coûts sociétaux. Pour démarrer tout de suite une entrée en matière sur cette question du système alimentaire, comme vous allez voir, c'est une étude qui essaie de regarder toutes les composantes du système alimentaire et avec un angle économique. Donc, si on prend cet angle économique, c'est ce que vous avez tout en haut de ma diapositive ici présente, plutôt des bons résultats si on entre en matière sous cet angle-là. Un chiffre d'affaires important qui pèse quelque chose d'assez notable dans l'économie française, 358 milliards d'euros en 2021, 30 milliards d'euros de bénéfices cumulés de tous les acteurs privés dans le système alimentaire, un résultat à l'export positif, on en a peu dans les différents secteurs de l'économie française, là on est à 70 milliards d'euros d'excédent. Et puis, vous voyez, un peu moins de 3 millions d'emplois, 2,8 millions d'emplois en équivalent temps plein. Donc, c'est quelque chose qui est assez essentiel. Le petit schéma d'en dessous vous montre pour transparence, en fait, tous les différents maillons que nous avons regardés et qui correspondent à ces chiffres économiques que vous avez en haut. On démarre un petit peu avant l'agriculture. Vous voyez les petits logos ici. On a démarré par les entreprises qui vont fabriquer des engrais, du machinisme agricole, des semences, des pesticides, produits phytosanitaires, bien sûr toute la partie agricole, les industries de transformation qui peuvent être de toute taille, hein, très petites jusqu'à grandes unités industrielles et grands groupes internationaux, les acteurs de la distribution, donc on pense bien sûr aux grandes surfaces, mais aussi les magasins indépendants, toute la restauration, les chaînes comme la restauration indépendante et la restauration collective, et puis bien sûr, consommateurs et consommatrices tout au bout à droite. On vous a mis en violet la question des imports et des exports, puisque notre étude n'a pas considéré la France comme quelque chose isolé du monde. Bien au contraire, on a regardé notamment les flux et des interactions à tous les étages avec d'abord nos voisins européens, et puis c'est dans le débat actuellement hors Europe, un certain nombre d'autres pays et blocs avec lesquels on échange aussi bien au niveau agricole que alimentaire. Donc, on a d'abord une entrée en matière positive côté économique. Mais on a une autre partie de l'histoire quand on va s'intéresser aux questions de durabilité. L'autre partie de l'histoire, elle est celle de dégradations qui sont notables après une contribution au système alimentaire. C'est un peu le côté face de l'équation, après le côté pile économique, qui est des émissions de gaz à effet de serre encore importantes et qui pèsent pour près d'un quart de l'empreinte française. Par exemple, dégradation de la biodiversité, dont on a quelques indicateurs, comme là, la question des populations d'oiseaux de milieu agricole, mais en fait, il y en a beaucoup d'autres et qui sont dans une tendance assez inquiétante. On pourrait citer aussi la question de l'eau, avec les contaminations et tout un tas d'enjeux qui sont posés à tous les acteurs, y compris de terrain en France. Je vous laisse découvrir les autres. Donc, c'est une autre partie côté face de l'équation du système alimentaire français.
Et puis, il n'y a pas que les questions environnementales, il y a aussi et surtout, sur le débat actuel, les questions sociales, qui touchent, alors sanitaires et sociales, qui touchent à la fois la question des maladies liées à l'alimentation, avec des taux notamment d'obésité, de diabète qui sont en doublement ces quelques dernières années, des questions de conditions de travail, pas seulement au niveau agricole, mais tout le long de la chaîne, une sous-rémunération des agriculteurs, dont on a une partie, vous voyez, importante, qui, globalement, 18% des ménages agricoles qui sont en dessous du seuil de pauvreté, contre 13% pour la moyenne française. Et puis, tout en bas, des problèmes d'insécurité alimentaire qui persistent. On estime qu'il y a à peu près 8 millions de Français qui sont en situation d'insécurité alimentaire, selon les dernières études disponibles. Donc, tout ça mis bout à bout nous amène à, du coup, un côté face qui est un peu le pendant de la réussite économique, c'est côté durabilité, qu'elle soit environnementale, comme sociale, comme sanitaire, plutôt des questionnements et des tendances qui ont du mal à aller dans le bon sens. Alors, encore une fois, je laisserai mon interlocutrice en dire plus tout à l'heure. Là, c'est l'état des lieux qu'on avait à 2021-2022, mais c'est des grosses tendances structurantes qu'on voit depuis ces dernières décennies, qui ne sont pas forcément une nouveauté. Comment on explique en fait qu'on ait à la fois ce côté positif économique en première vue et ce côté durabilité qui est très questionnant? Bien, c'est pour nous, quand on retrace l'histoire et quand on voit comment le système est configuré aujourd'hui, le résultat, entre autres en grande partie, de forces structurantes. Ces forces structurantes, depuis l'après-guerre, depuis près de 70 ans, elles sont constituées autour d'un concept, vous voyez au centre de ma diapositive, qui est maximiser les volumes et la valeur. Alors, maximiser les volumes, pourquoi? Parce que on continue à avoir une injonction à produire toujours plus de produits agricoles pour pouvoir nourrir d'abord tous les Français en masse et avec toute la diversité des produits nécessaires, mais aussi nourrir le monde, ce qui est souvent brandi par pas mal d'acteurs. Mais aussi de la valeur, puisque il y a un enjeu à avoir un secteur économique agricole alimentaire performant, d'avoir des champions au niveau européen et même au niveau international. C'était un des objectifs de la puissance publique et qui depuis est relayé par les acteurs. Alors pour arriver à faire ça, ben, il y a deux grandes forces structurantes qui ont été mises en place depuis 70 ans. Là, je vous montre un cercle qui a plutôt à voir avec la partie amont, c'est-à-dire la partie agricole. Pour arriver à faire ces volumes et aussi à maximiser la valeur, la logique a été de prendre les produits alimentaires, de décomposer ce qui constitue les produits alimentaires en blocs les plus standardisés possibles, qui sont des matières premières agricoles qu'on a essayé de rendre les plus semblables, quel que soit l'endroit en France où elles sont produites, en Europe et même aujourd'hui au niveau mondial. Donc là, c'était un peu une image d'Épinal, mais pour vous montrer un peu de quoi on parle quand on parle aujourd'hui de blé. On n'est pas sur l'imaginaire du terroir ou de la spécificité. Ça, c'est le gros de nos exports de blé en partance de France. Ça vous donne à peu près la taille et l'architecture. Et c'est ce qui est constitutif d'une partie de la réussite du modèle. Cette partie amont et cette maximisation des volumes, tout en rendant les produits substituables, elle a permis de mettre en concurrence les agriculteurs. Il y a une grande diversité d'agriculteurs, encore toujours en France aujourd'hui, une grande diversité de fermes. Elles n'ont pas toutes les mêmes coûts. Elles sont pourtant soumises à accepter les mêmes prix, quoi qu'il arrive. Et c'est vrai, pas seulement en France, mais avec leurs voisins européens, où on a encore plus de diversité et parfois des exploitations encore plus grandes, beaucoup plus grandes encore que chez nous, notamment en Europe du Nord ou en Allemagne, et puis aussi avec le reste du monde. C'est bien le sujet aujourd'hui qu'il y a par rapport au Mercosur, par exemple. Ça, c'est la partie agricole. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de l'équation quand on va se tourner vers le consommateur? Une autre image un peu emblématique, qui est celle qu'on connaît quand on met les pieds dans un hypermarché, c'est plutôt ça qu'on voit. Et ça, c'est le reflet, au contraire, d'une très grande différenciation des produits, un peu à l'infini, comme le montre l'image, avec une diversité qui, à premier abord, apparaît pléthorique et presque infinie. En fait, cette diversité, elle a été constituée selon une segmentation pour une très large majorité par le marketing. Pourquoi par le marketing? Parce qu'en fait, c'est le packaging, l'image de marque, quelques spécificités un peu superficielles des produits qui va faire les différences. Mais par contre, les matières premières agricoles, elles sont standardisées. Vous retournez la liste des produits, c'est à peu près toujours les mêmes ingrédients. Alors, il peut y avoir un peu des proportions qui changent, quelques ingrédients en plus, quelques
quelques substituts ou autres qui peuvent se rajouter, mais globalement, on va avoir le même contenance et par contre une très grande diversité de façades et puis une grande spécification des produits pour les sportifs, pour les jeunes enfants, pour les personnes âgées, etc., etc. Donc on a comme ça en fait une croissance un peu exponentielle de la diversité des produits qui permet là pour le coup d'avoir des prix. Autant les prix agricoles sont bas, autant on a au contraire une diversité, c'est pas au contraire, on a plutôt une diversité côté consommateur. On a des prix très bas, on va revenir dessus, puis on peut avoir des prix beaucoup plus élevés suivant justement cette diversité de gamme de produits qui sont offertes. Et c'est ça, c'est l'ensemble de ces deux forces prises en combinaison qui va permettre justement d'avoir tous les volumes nécessaires grâce à ce qui se passe à gauche et la création de valeur grâce à cette déconnexion entre ce qui se passe côté agricole et ce qui se passe côté consommateur. Il y a une autre partie qui a été de pair avec cette évolution, parce que il y avait une volonté d'avoir des champions français, européens, voire mondiaux. Eh bien, ça a été une concentration des parts de marché qui a aussi été de pair avec les deux forces que je vous montrais avant. Là, c'est une façon de le représenter. Il faut lire ce graphique, cette image de gauche vers la droite. À gauche, on a nos fameux acteurs en fait qui fabriquent les intrants. Donc là, vous voyez par exemple les semences et pesticides avec des grosses concentrations de quelques acteurs là, qui ont des parts de marché au niveau mondial. Juste après, en orange, on a un très grand nombre encore aujourd'hui, même si c'est en réduction, des agriculteurs comme des travailleurs. Donc, on estime qu'on a, vous voyez, à peu près près d'1 million de personnes qui travaillent, individus, qui travaillent dans les champs, 346 000 agriculteurs au dernier recensement, et puis 700 000 travailleurs et travailleuses. Et puis après, on retrouve en fait un goulet d'étranglement, même deux goulets d'étranglement. En fait, d'abord les transformateurs. On a fait un listing à jour des 100 principaux en France. Les 39 premiers concentrent 2 tiers, vous voyez, du marché en vente. Les 8 distributeurs qu'on connaît bien, un peu tous en tant que citoyens et consommateurs. Et puis les chaînes de restauration qui pèsent de plus en plus lourd dans la restauration, qui est de moins en moins en fait le fait de restaurants indépendants et de plus en plus le fait de chaînes qui concentrent pour faire des économies d'échelle et pour réussir en fait ce que je vous montrais avant. Bien sûr, il y a les 68 millions de consommateurs en bout de chaîne. Donc ça, c'est un peu les deux éléments constitutifs de la façon dont fonctionne le système. Qu'est-ce que ça donne en termes économiques et que dire pour comprendre un peu ce qui se joue en termes économiques derrière? On a fait un travail pour arriver à comprendre comment se négocient les prix. C'est beaucoup d'actualité dans la mobilisation agricole en ce moment. Qui gagne combien et est-ce que les agriculteurs peuvent être mieux payés? Est-ce que l'argent qu'ils mettent les consommateurs et consommatrices peut redescendre jusqu'aux agriculteurs ou pas? Pour information, on a à peu près uniquement 7% de l'argent dépensé en alimentaire par les Français qui revient entre les mains des agriculteurs et agricultrices. Qu'est-ce que ça donne en fait quand on regarde ça plus en détail? Donc là, on vous a mis un schéma. On va commencer plutôt par l'image d'Épinal. L'image d'Épinal, c'est celle où chaque acteur dans la chaîne arrive à vivre de son travail, à négocier son prix, parce que de l'agriculteur au distributeur et au consommateur, en fait, voilà, chacun est prêt à mettre le prix nécessaire pour pouvoir couvrir les coûts et la rémunération. Donc la façon dont marche ce petit schéma, vous avez en bas les agriculteurs. Quand on remonte au-dessus, vous avez les transformateurs. Quand on remonte encore au-dessus, vous avez les distributeurs, restaurateurs, et puis le consommateur, consommatrice tout en haut. Entre deux maillons, vous voyez des petites mains, là, c'est la négociation. Quand on est dans cette signalétique en vert, ça veut dire qu'il y a une capacité pour tous les maillons de dire mon prix n'est pas forcément le même que celui du voisin, et donc j'ai le droit à une rémunération qui couvre mes coûts particuliers et me permet de vivre. Ça, en fait, vous le voyez tout en bas, uniquement 5% aujourd'hui des ventes d'alimentation en France comprennent distribution et restauration ensemble. Et c'est beaucoup lié au label bio, AOP équitable, aux ventes à la ferme, à certains circuits courts. C'est pas tous les labels. Une partie de la bio n'arrive pas à fonctionner comme ça, on va revenir dessus. Une partie des AOP notables non plus, et de certains terroirs, mais c'est quand même le dénominateur commun, c'est quand on trouve certains de ces labels qu'on va avoir plutôt ce fonctionnement-là. Il y a, pour aller jusqu'au bout, une déclinaison de ça qui est un peu récente, qu'on va retrouver dans les produits sous marque distributeur. Donc, c'est des marques distributeurs, aussi bien des marques Carrefour, Leclerc, mais surtout beaucoup Lidl et Aldi, qui vont proposer une offre différenciée depuis la base. Hein. Vous voyez qu'au niveau de l'agriculteur, on reste en vert. Par contre, vous voyez que vont apparaître du orange au milieu. Pourquoi? Parce que les fabricants de ces marques ont très peu, voire aucune marge de manœuvre pour négocier des prix différents. En fait, ils doivent accepter les prix qui sont imposés par la grande distribution. L'idée étant de pouvoir amener au final des produits moins chers aux consommateurs. Ça, c'est 3%. Donc 5 et 3, 8. En fait, ce qu'on a en tête quand on peut parler de marche avant, de loi Egalim par exemple, c'est ça qu'on appelle de nos voeux, mais ça n'est que 8% aujourd'hui de l'équation. Alors, qu'est-ce qui se passe pour 92% pour tout le reste?
Eh ben, la façon dont ça fonctionne, c'est premièrement la logique premier prix. Elle, pour le coup, elle est en orange, vous voyez, il y a tous les maillons. Il n'y a pas de marge de manœuvre. Il faut accepter les prix les plus bas possibles pour pouvoir apporter des produits auprès des consommateurs. Tout en haut, vous reconnaissez peut-être des logos du quotidien vraiment au prix les plus bas. On va parler de bouteilles de lait à 30 centimes, d'un hamburger à 50 centimes. Voilà, c'est de ça dont on parle. Là, il n'y a pas de marge de manœuvre. Ça ne dit pas que certains acteurs ne peuvent pas être rentables, c'est-à-dire qu'ils doivent accepter en fait cette loi qui est accepter le prix le moins cher possible du moins de 10 ans et se débrouiller avec pour être efficace et profitable. Ça, c'est 11%. Vous voyez, c'est déjà plus que les deux premiers. C'est 11% de toutes les dépenses en France. L'autre partie qui nous semblait importante à mettre en exergue, ça va être, là vous reconnaissez tout en haut certainement des images de produits, alors il y en a beaucoup d'autres, hein, du quotidien là aussi, le Nutella, le camembert ou le beurre président, le jambon Herta, il y a plein de marques différentes, ce sont des produits best-sellers. Ce sont un petit nombre de produits, petit nombre au sens de code barre, de visuels comme ça que vous pouvez reconnaître au quotidien, mais ce petit nombre de produits, il fait beaucoup de ventes. C'est ceux les plus recherchés par les consommateurs. C'est 36% des ventes en France. Donc là, c'est beaucoup plus que tout ce qu'on s'est dit jusqu'à présent. Et ça, pour le coup, c'est ce qui introduit potentiellement de la brouille dans l'image du consommateur et des consommatrices. C'est qu'on a l'impression qu'ils ne sont pas chers parce que la grande distribution ne cesse de nous dire, venez chez moi, ces prix-là, vous les avez encore moins chers chez le concurrent, 2 centimes de moins, 3 centimes de moins, offre promotionnelle, 2 pour 1, etc. Sauf que ces produits sont tout sauf peu chers. C'est le dernier maillon de la distribution qui fait cet effort-là et qui est prêt à les vendre sans couvrir ses coûts internes. Par contre, ils sont très rentables pour les industriels qui arrivent à forger ces prix-là, ces produits-là, dont les ventes sont entretenues avec beaucoup de dépenses publicitaires. Et puis après, ben, il y a tout le reste. Tout le reste où en fait, on va avoir plutôt une capacité à faire payer assez cher au dernier maillon de la chaîne. Et puis après, ça dépend des cas en milieu de chaîne. Ce qui est important à retenir, c'est que dans tout ce que vous voyez là, vous voyez qu'en bas, côté agriculteur, on est en orange. Quoi qu'il arrive, ces filières-là, ces logiques de produits jusqu'au consommateur sont indifférenciées en termes agricoles. Les matières premières peuvent venir de n'importe où, du moment que ça permet de faire ces produits-là au meilleur coût et pour rentrer dans les logiques de rentabilité des acteurs. Et c'est bien là un des premiers problèmes. La deuxième chose qu'il faut avoir en tête, c'est que je vous ai expliqué un peu une logique verticale qui va de l'agriculteur en bas jusqu'au consommateur en haut. Il faut avoir une logique horizontale, une lecture horizontale de ces schémas-là. Quand vous êtes du côté de la distribution, vous voyez par exemple tout en haut, en fait, vous avez autant d'orange que de vert. En fait, les acteurs perdent potentiellement tellement d'argent à droite sur les produits best-sellers et les premiers prix qu'il faut se refaire à gauche pour assurer la rentabilité. C'est bien ce qui fait en fait tout le modèle économique tel qu'il est aujourd'hui. Alors, ces éléments nous permettent de voir qu'en fait, on a une alimentation alors, qui n'est pas univoque, mais à 92% fait de ces chaînes indifférenciées, seulement 8% de chaînes différenciées. Et il y avait un élément qui nous semblait important pour finir la présentation, et voire même essentiel, qui sont ces chaînes notamment indifférenciées. Elles ne fonctionnent pas que avec les ventes auprès des clients. Elles fonctionnent aussi avec de l'argent public. Sauf que cet argent public, il n'est pas forcément facile à voir et à envisager. On l'a ici schématisé en dessous, parce que c'est un peu un socle, c'est un peu une partie cachée de l'iceberg qui nous semblait intéressante à remettre dans l'équation pour comprendre ce qui se passe. Cette partie en violet que vous avez, qui est aussi de l'apport d'argent, il est d'abord lié au coût des impacts, ces fameux impacts de durabilité, donc environnementaux, sanitaires, sociaux, dont je vous parlais avant. Il y en a à plein d'échelons. Alors, pour faire simple, voilà une estimation qu'on a pu poser qui est à minima de ces coûts des impacts. Ça représente un peu plus de 19 milliards d'euros en 2021. Et vous voyez qu'en grande partie, ils sont liés à la santé. Tous ces impacts on a fait un exercice comptable de dépenses réelles dans les comptes de l'État, de la sécurité sociale, des collectivités locales. Quand vous voyez santé ici à 61%, ce sont des dépenses traçables dans la comptabilité de la sécurité sociale de toutes les maladies dont on peut attribuer la cause première à la mauvaise alimentation. Et donc la responsabilité vient au système alimentaire. Donc c'est les maladies liées à l'obésité, au diabète, etc. On peut rentrer en détail si vous avez des questions. Et vous voyez comme ça, on peut continuer le camembert que vous avez là. C'est le gros, sont ces dépenses de santé, mais on a aussi des problématiques liées aux mauvaises conditions de travail, aux troubles musculo-squelettiques des travailleurs tout le long de la chaîne, pas seulement dans l'agriculture. Des niveaux de vie qui doivent être soutenus par de la dépense publique parce qu'on a
tout un tas de salariés notamment, mais aussi d'agriculteurs qui ne gagnent pas assez pour pouvoir vivre. Donc, on va déclencher des filets sociaux de type RSA, plus prime précarité, etc. Et puis, vous voyez une partie en vert qui sont les dépenses tangibles, hein, qui sont engagées notamment par l'État au niveau national pour pouvoir lutter contre les problèmes environnementaux dont on peut attribuer toujours pareil la cause au système alimentaire. Une précaution pour finir là-dessus, ça ne dit pas l'ampleur des problèmes. Vous voyez qu'il y a très peu de vert, beaucoup de violet. Ça ne dit pas que le violet est forcément plus important que le vert, c'est les choix de société qu'on a fait d'attribuer, de mettre le paquet en termes de dépenses publiques pour essayer de limiter au maximum les problématiques de santé, voire de niveau de vie de rémunération. On est encore un peu faible sur notre capacité à mettre de l'argent public pour lutter contre les problématiques environnementales. Il y en a quand même, mais pas tant que ça en proportion. Potentiellement, on fait pas assez aujourd'hui, mais on va revenir dessus sur l'équation budgétaire. Donc ça, c'est la partie coût des impacts. Et le dernier, il ne faut pas oublier, qui est essentiel dans le prisme qu'on utilise des coûts sociétaux, ce sont les soutiens. Et là, c'est autre chose. C'est pas qu'on engage de l'argent pour pouvoir faire face aux impacts, c'est tout simplement qu'on amène de l'argent aux acteurs, à tous les maillons, pour qu'ils puissent vivre et assurer leur profitabilité. Et donc, voilà un travail qu'on a fait en partenariat avec l'Institut I4CE. Vous voyez là le résultat pour 2021. 2021, c'est un peu plus de 48 milliards d'euros de soutien public, avec du coup des nouveautés par rapport aux chiffres que les uns les autres vous avez peut-être entendu. La première chose, c'est que la politique agricole commune, les fameux financements de l'Europe, ils sont en violet sur le schéma. Vous voyez ici, Union européenne, c'est à peine un peu plus de 1 euro sur 5 sur ces 48 milliards, 20%, 21,4 très exactement. Et ceux-là, ils vont essentiellement à la partie production agricole tout en haut à droite. Par contre, ce qui était notre découverte, c'est la partie orange. C'est qu'il y a beaucoup d'argent de l'État, mais qui n'est pas forcément visible. Ça nous a pris beaucoup de temps avec I4C de manière fastidieuse à reconstruire ça, qui est l'ensemble des exonérations fiscales et sociales qui bénéficient, comme vous le voyez, à tous les maillons. Et qui sont des manques à gagner pour l'État, dûment comptabilisés dans le budget de l'État chaque année. Vous voyez que ça, c'est plus de la moitié de l'ensemble des dépenses. Et puis tout en bas en vert, aussi quelque chose qu'on ne s'attendait pas à voir à cette échelle-là, c'est les dépenses de collectivités locales qui sont notamment liées à la restauration collective. Si vous prenez le cas de la restauration scolaire, par exemple, on n'a pas pris en compte ce que payent les parents des familles, on a pris en compte ce que paye le contribuable. Parce que dans une collectivité type, on va payer 3 euros le repas, en fait, il coûte plutôt 10. La différence entre 3 et 10, c'est 7 euros, c'est ça qu'on a comptabilisé. Et ça, ce n'est pas les familles qui payent, ce n'est pas les usagers, c'est les contribuables de manière générale. Et ça représente quand même quasiment autant que la PAC. Donc quand on met tout ça ensemble, c'est 48 milliards. Alors bien sûr, là aussi, c'est comme pour avant, à minima. Il y a peut-être encore des choses qui nous ont échappé. C'est déjà plus que pour essayer d'être plus exhaustif que ce qu'il y avait comme base avant qu'on fasse ce travail. Mais il y a certainement encore des choses qui nous manquent dans l'équation, notamment côté des intrants avant le maillon agricole que vous voyez qui est très petit là, à peine visible. En fait, il y a certainement des choses qu'il faudrait rajouter dans l'équation. Mais du coup, ça nous permet d'arriver sur la partie finale. C'est qu'on a un système alimentaire dont je vous ai décrit le fonctionnement orange, de filières indifférenciées, qui est soutenu par de l'argent de l'État, à double titre. D'un côté, on injecte de l'argent régulièrement et chaque année pour que l'ensemble de ce système fonctionne. Et en plus, parce que ce système crée des conséquences négatives environnementales, sanitaires, sociales, on rajoute de l'argent public pour pouvoir quelque part faire face à cela. 48-19, on est à un peu plus de 67 milliards d'euros, 1 euro sur 15 à peu près de budget État, plus sécurité sociale, plus collectivité locale France, au moment où on discute aujourd'hui des arbitrages budgétaires. Alors, deux très grandes précautions. 67 milliards d'euros, premièrement, ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle, c'est aussi une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'il y a de l'argent public à disposition pour pouvoir faire des choses. Simplement, une des premières choses qu'on ressort, c'est que potentiellement la question des conditionnalités peut être légitimement posée. Deuxième chose très importante, notre logique d'analyse, notre cas d'analyse des coûts sociétaux ne dit pas qu'il faut supprimer les 67 milliards. Il y a plein de ces dépenses qui sont tout à fait légitimes. Il peut être beaucoup plus efficace de mutualiser via la dépense publique de l'argent, que ce soit en termes de soutien comme en termes de coût d'impact, plutôt que de laisser ça reposer sur les individus qui doivent se débrouiller avec les moyens qu'ils ont. Par contre, c'est la question de quelle conditionnalité on a et quel résultat en termes de durabilité en vis-à-vis, en fait. Et pour finir, c'est d'autant plus quelque chose de saillant que si on reprend les deux chaînes de valeur, vous savez, les 92% et les 8, les 92, ils sont à gauche en orange, les 8, ils sont à droite, alors j'aurais dû les mettre en vert, mais là, ils sont restés en orange. Les indifférenciés à gauche, les différenciés plutôt du côté du gueule des AOP à droite. Ce dont on s'aperçoit,
c'est que si on prend les soutiens publics, les 48 milliards, il y a en fait 40 sur les 48 qui vont à gauche et seulement 6% qui vont à droite. Donc on a à peine 3 milliards d'euros à droite, 40 milliards à gauche. Or, les acteurs privés qui sont partie prenante, notamment les gros acteurs dont j'ai parlé, en termes de taille en fait, d'entreprise, vont faire en termes de bénéfices, et ça c'est vraiment un résultat qu'on ne s'attendait pas à trouver, et surtout pas à ce niveau-là, tous ces acteurs privés font en termes de bénéfices cumulés seulement 26 milliards. Donc c'est à la fois les transformateurs, donc les industriels, les restaurateurs, les distributeurs, pour 40 milliards d'argent public. Ça veut dire que sans notre argent public, il n'y a pas de capacité de faire des bénéfices, ces bénéfices nets allant aux propriétaires de ces entreprises, actionnaires ou familles qui détiennent les capitaux. Donc c'est vraiment questionnant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a tout un secteur d'activité qui ne fonctionne que parce que le contribuable est derrière. Et donc on n'est pas du tout dans l'image qu'on avait au début d'un secteur qui est extrêmement performant tout seul en termes économiques. Surtout qu'en plus, tout ça permet de financer 5,5 milliards de publicité par an, vous avez tout en bas, qui va plutôt, c'est ce que montre Santé publique France, sur les produits gras sucrés salés, parce que c'est ça le cœur des ventes aujourd'hui. À droite, pour finir, on a des plus petits acteurs qui ne touchent que 2,8 milliards d'euros et qui, eux, font plus de bénéfices que ne touche l'argent public, tout simplement parce qu'ils n'ont pas le choix, en fait, que d'être rentables s'ils veulent pouvoir survivre dans le contexte de ce système alimentaire. En conclusion, peut-être un petit pas de recul pour dire, voilà à peu près en résumé ce qu'on a essayé de poser sur le système alimentaire. Les informations qu'on amène du côté du basique, en tous les cas, sont surtout pour alimenter le débat, pour voir, il peut y avoir différentes conclusions qui sont tirées, qui ne sont pas forcément les mêmes, c'est pas l'objectif, mais au moins qu'elles s'appuient sur des données factuelles. Et puis, on essaie, à travers cet exemple sur la lecture alimentation, d'essayer de commencer à montrer ce que pourrait donner un autre cadre pour la politique publique, et notamment potentiellement pour la transition et la planification écologique, qui est celle des coûts sociétaux, pour voir l'intégralité de l'argent public qui est mis dans un secteur économique donné, et pour pouvoir mettre en vis-à-vis cette boussole de durabilité que je vous exposais au début, pour se dire quel argent on met pour quel résultat, et comment ça peut peut-être servir demain, en fait, de nouvel aiguillon pour pouvoir bien poser les jalons d'une transition et aider, en fait, à la décision de nos décideurs publics. Merci beaucoup. Merci Christophe. Donc là, vous avez eu une photographie très complète de la situation des filières agricoles ou agroalimentaires françaises. Avant de donner la parole à Anne-Laurent, si tu peux juste ajouter un point, les 19 milliards dont tu as parlé. Donc c'est peut-être important de souligner que ce sont des coûts avérés Oui. et qu'en réalité, je veux dire, c'est pas en réduisant ces coûts dans les budgets qu'on va réduire Les problèmes. Donc est-ce que vous avez une estimation de la zone d'ombre, hein? Non, il n'y a pas d'estimation. Donc, pour être très clair, c'est l'argent que la puissance publique à différents échelons administratifs engage pour aider à ce que les impacts soient réduits, mitigés, qu'il y ait une adaptation, si on pense au changement climatique, à ces différents impacts. Mais une partie, la puissance publique, premièrement, ne fait qu'une partie des choses, puisqu'il reste des coûts à la charge des individus. Si vous pensez à la sécurité sociale, les dépenses de sécurité sociale ne disent pas le reste à charge, par exemple, des individus. Et puis surtout, tout n'est pas pris en charge. Et en fait, il y a des choses qui ne sont pas du tout couvertes par l'action publique et qui restent des dépenses qui sont à la charge des individus, qui sont hors du périmètre de ce qu'on a pu évaluer là. On peut penser par exemple à la question de l'alimentation saine et durable. En fait, on a aujourd'hui, je vous disais, 8 millions de Français, on a toute une partie de ménages modestes qui n'arrivent pas à se nourrir de manière saine et durable. Aujourd'hui, il n'y a pas de mutualisation. Alors, il y a en germe, en fait, une stratégie nationale sur l'alimentation qui s'appelle SNANC dans le jargon, qui a des objectifs par rapport à ça. Mais on a aujourd'hui toute une partie des individus, c'est eux sur qui pèse le poids de trouver les moyens pour se nourrir. Et la puissance publique aujourd'hui ne fait rien par rapport à ça. Donc, il y a beaucoup plus de dépenses qui sont là. Et encore une fois, en plus, on est resté sur l'État français. Mais on a des agriculteurs dans d'autres pays, en dehors de l'Europe, sur plein de filières, qui eux aussi subissent des conséquences qui sont en dehors de ce qu'on a montré. Là, on est vraiment sur ce qu'on engage. Et vraiment important ton point, Wojtek, il ne s'agit pas de les réduire. Ce n'est pas en enlevant la sécurité sociale qu'on enlève les problèmes de santé. C'est juste qu'on fait reporter tous les coûts sur les individus et on dit la puissance publique et la mutualisation ne fait plus rien pour aider quiconque. Donc, ce n'est pas ça le sujet.
Donc, Laurent, alors, donc, du coup, tous ces résultats interpellent sans doute la puissance publique. Alors, vous n'allez peut-être pas nous dire tout de suite comment résoudre tous ces problèmes, mais alors, en même temps, on sait très bien que la planification du secteur agroalimentaire, ça doit aussi concerner les dépenses publiques. Donc, libre à vous de maintenant de réagir à l'enquête ou de nous dire ce qui est prévu par vos services. Pour Euh, remédier ce problème. alors, bah, tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Peut-être pour représenter rapidement le secrétariat général à la planification écologique. Donc, c'est un organisme placé sous l'autorité du Premier ministre qui est en charge de la coordination de la planification écologique. Donc, on est sur de l'interministériel. Et donc, je travaille en particulier sur les sujets agriculture, alimentation. Donc, même si j'ai aussi santé et pollution, c'est quand même principalement agriculture, alimentation. Donc déjà, le travail, enfin le rapport est toujours utile parce qu'effectivement, il y a une approche factuelle et comptable qui est intéressante et plus objective que parfois on peut avoir des études où on a des proxys d'impact sur le PIB à long terme, etc. Donc là, on est sur des coûts comptables donc, qui nous paraît intéressant. De manière générale, alors, au niveau du SGPE, on partage les constats de fond. Donc, on est arrivé à un système qui est à bout de souffle, où en fait, on a quand même beaucoup d'acteurs qui ne sont pas contents de la situation et une situation qui continue à se dégrader. Alors, on peut penser effectivement à la commoditisation ou standardisation des produits agricoles, le fait qu'on a un agriculteur qui est face à une alimentation plus transformée et plus loin du consommateur et donc en fait capte moins de valeur et donc la valeur elle s'est déplacée dans la chaîne. La part du budget des ménages en fait est assez stable depuis les années 2000. On est autour de 20% alors qu'on était plutôt autour de 35% dans les années 60. Donc on a en soi une dégradation de la part qui est amenée à l'alimentation mais bon c'est relativement stable. Et pourtant, effectivement, à la fois les agriculteurs enfin, une partie des agriculteurs sont en situation économique difficile. On a environ 10% des exploitations qui avaient un revenu avant impôt négatif en 2022 et des consommateurs qui n'arrivent pas effectivement à acheter ce qu'ils veulent. Et ce que vous soulignez bien, c'est qu'effectivement, c'est quand même pourtant un secteur qui est très subventionné, donc avec ses environ 50 milliards en subventions directes. Donc on pourrait imaginer que dans un monde où on a à la fois beaucoup de subventions, une industrie enfin une agriculture très standardisée, on pourrait s'imaginer être très compétitif. Or, ce qu'on voit, c'est qu'on a un certain nombre de filières où la balance commerciale en fait se dégrade. Donc en fait, même sur ça, alors pas toutes les filières, évidemment, il y en a où on s'en reste, on reste évidemment euh, très bien placé au niveau européen, au niveau mondial, mais on a aussi beaucoup de filières où ça se dégrade. Après, par ailleurs, donc effectivement, vous pointez le doigt sur la question de la puissance publique. Donc déjà, peut-être en réaction, il y a des choses qui se passent. Alors même si et on est les premiers à le dire côté SGPE, ça va pas forcément assez vite ou pas forcément assez loin, mais il y a quand même des constats qui sont relativement partagés. Avec Egalim, il y a quand même eu le point qui a été mis sur la question des coûts de production, sur la question des négociations avec la distribution. Enfin, un certain nombre d'enjeux ont été pointés. On a aussi l'affichage environnemental qui est en cours sur l'alimentation qui devrait sortir. La SNAC, donc la Stratégie nationale alimentation, nutrition, climat, qui a pour but, donc c'est une stratégie qui avait pour but de mettre au regard et en cohérence les enjeux alimentation, nutrition et environnement, donc pour proposer en fait quelque chose qui prenne en compte l'ensemble. Donc, on va dire qu'il y a des briques qui commencent à se placer, enfin, il y a une traction qui a quand même lieu sur ces sujets. Et ce qui est important de souligner, c'est aussi que c'est pas forcément facile d'un point de vue puissance publique de tout changer. Alors, peut-être pour prendre trois exemples ou trois points principaux, mais évidemment, il y en a beaucoup d'autres. Déjà, en termes de financement, effectivement, on est quand même à une certaine limite. On a mis 50 milliards sur la table, donc sans prendre en compte les coûts en plus, ce qui est quand même important. Là, on voit bien les contextes de contraintes budgétaires, donc on ne va pas pouvoir mettre plus pour en fait financer d'autres choses ou d'autres modèles ou soutenir plus de choses. Donc là, il y a des questions aussi effectivement, d'arbitrage, mais ce n'est pas forcément des questions qui sont très faciles. Après, il y a aussi le point un peu sortir du faucon yaka, parce qu'on a quand même beaucoup de choses où on dit bah c'est pas très compliqué, il suffit d'eux. Sauf que, et là le rapport le montre très bien, on est quand même face à un système, donc c'est assez difficile de changer un petit levier et d'avoir un effet papillon
existent peut-être pas trop dans cet univers. Et on a aussi beaucoup d'acteurs qui, en fait, ont des marges de manœuvre qui sont quand même limitées d'un point de vue économique. Donc, on peut pas non plus... Enfin, voilà, on a cette question d'enjeu systémique qui est importante. Et le deuxième, c'est que les très bonnes idées, c'est pas forcément facile à mettre en œuvre. Donc, si je prends l'exemple sur la publicité alimentaire, où effectivement, dans le cadre de la SNANC, on a quand même assez vite, on s'est dit que c'était une bonne idée d'essayer de travailler sur la publicité envers les jeunes pour essayer de trouver des propositions. Après, là, on a eu un peu deux sujets ou deux freins. Le premier, c'était qu'est-ce qu'on voulait en fait interdire. Et là, on n'est pas tous d'accord en fait sur concrètement c'est quoi une alimentation saine et durable et en fait, où est-ce qu'on met la limite de ce qu'on veut interdire. Ça peut être avec le Nutri-Score, mais bon, voilà, il y a quand même une question de qu'est-ce que c'est cette définition. Et le deuxième point, c'est la question en fait de l'asymétrie entre les médias, c'est-à-dire que en fait, si on veut toucher les jeunes, c'est quels jeunes? Parce qu'effectivement, une partie enfin, on a dépassé un peu l'âge enfant, beaucoup ne sont pas sur la télévision, ils sont sur les réseaux sociaux, qui n'ont pas la même réglementation donc on n'est pas au niveau français. Et en fait, les marges de manœuvre de réglementation sont quand même limitées et ils n'ont pas toujours le même mode d'action parce qu'on n'est pas forcément sur une publicité d'un produit, mais on peut être aussi sur les méthodes avec des influenceurs qui vont partager des choses. Donc, la réglementation est en fait beaucoup plus complexe. Donc, même si l'idée était hyper facile, enfin, facilement, on s'est dit que c'était une bonne idée, voilà, concrètement, pour arriver à ce qu'on arrive à quelque chose d'opérationnel, c'est pas forcément évident. Et le troisième enjeu, qui est assez évident, mais voilà, c'est qu'on est quand même dans une démocratie. Donc, à la fois, le gouvernement enfin, porte ou représente en théorie ce qui a été voté. Et donc, si on n'a pas d'éléments dans ce qui est porté sur la question environnementale ou sociale, c'est assez difficile d'agir dessus. Et ce qui est bien mis aussi dans la présentation, c'est la question du plancher social, c'est-à-dire qu'il y a quand même un minimum de liberté individuelles qui sont nécessaires et on ne peut pas non plus en fait, avoir des contraintes sur tout d'un point de vue en fait, puissance publique. Donc, alors, c'est pas pour dire que la puissance publique n'a aucun rôle là-dedans, alors pas du tout, mais c'est juste pour apporter l'idée que, en fait, la puissance publique seule ne peut pas non plus tout changer et qu'on a vraiment besoin d'un engagement sur ces sujets de tout le monde, c'est-à-dire à la fois justement la société civile, le monde économique et les puissances publiques pour qu'on arrive en fait à faire changer les choses. Peut-être trois points à nouveau sur lesquels on peut, enfin, qui nous paraissent importants. Il y a la question du prix de l'alimentation, donc comment on porte un discours sur un juste prix et comment on l'assume. Et donc ça, c'est effectivement compliqué. On parlait effectivement des prix, par exemple du prix du lait ou des choses comme ça. Enfin, en fait, il y a des questions à se poser quand on achète quelque chose qui a pas moi, moins de 50 centimes le litre de lait. Il est évident que bah, ça prend en compte toute la chaîne. Donc, est-ce que ça peut permettre à un éleveur de couvrir ses coûts de production aux transformateurs, d'avoir les bons niveaux sociaux pour ses employés, etc. Bon, ça pose quand même des questions de la bonne, enfin, du bon prix. Le deuxième sujet, c'est la question de qu'est-ce qu'on mange et l'importance de ce qu'on mange. Donc, effectivement, aujourd'hui, enfin, en 2020, 47% des Français adultes étaient en surpoids, donc 17% d'obèses, mais on a globalement une problématique de surpoids où on mange de plus en plus transformé et en plus on voit des pratiques on pourrait catégoriser un peu de pratiques de luxe, c'est-à-dire qu'on va donc, vers des produits transformés, vers de la restauration hors domicile, alors que justement c'est pas forcément les endroits où on peut trouver une alimentation saine et durable. Il y a dans peu de restaurants ou de cantines où en fait on a une présentation de ce qui est bio. Enfin, je pense que vous avez fait cette expérience. C'est rare de voir bio au restaurant ou IGP, AOP et d'avoir des informations. On est quand même sur des choses. Pour prendre l'exemple du bovin viande, donc, où la viande en restauration hors domicile, elle est à 55% importée. Donc on est aussi pas sur, on est plutôt sur la vache de réforme des pays de l'Est que sur la belle vache dans sa prairie. Et donc ça, il y a aussi une question là-dessus qui est la question un peu du récit sur l'alimentation et de ce qu'on veut comme régime alimentaire. Là aussi, ce qu'on porte, c'est de pas forcément définir ce qui est bien ou mal comme produit, mais plutôt de tendre vers un régime alimentaire, donc un mix entre quantité et qualité. Et comme pour la santé, c'est-à-dire que si de temps en temps vous mangez un produit D ou E, bon, c'est pas non plus catastrophique pour votre alimentation, c'est plus la question que ce soit pas votre quotidien. C'est pareil, en fait, en général, on essaye de porter un peu un message pour que tendanciellement, on aille vers des régimes alimentaires plus sains et plus durables
pour tout le monde. Et le troisième point, c'est la question de l'équilibre entre consommateurs et État contraignant. Donc, on a vu que l'État a forcément joué, a participé à cette transformation qui nous a amené à une transformation culturelle, à la fois que ce soit en fait aller au restaurant, manger des choses toutes préparées pour gagner du temps, ou aller vers les prix les plus bas. Et le principe du consommateur a tout à fait montré ses limites, c'est-à-dire que s'il n'y a aucune offre, donc pour prendre l'exemple de restaurants, si on n'a pas d'offre bio ou que des choses transformées, c'est très compliqué effectivement de manger sain. Et pareil dans les supermarchés, si en fait on n'a pas de proposition, c'est aussi très, enfin, c'est très compliqué. On avait eu un éleveur qui nous avait expliqué, j'avais trouvé la citation intéressante de dire que le citoyen veut beaucoup, mais le consommateur beaucoup moins, ce qui est assez vrai. C'est-à-dire qu'on a quand même cette question du rôle du consommateur et de trouver un bon équilibre entre mettre toute la responsabilité à l'individu et en même temps mettre toute la responsabilité au collectif et donc à l'État. Donc peut-être en conclusion, l'idée c'est juste qu'il faut arriver ensemble à réenchanter le modèle de notre alimentation, c'est-à-dire faire mieux le lien entre l'agriculture et l'alimentation. Ce qu'on mange, ça a été produit, et donc il y a tout un système qui est derrière. Assumer de remettre en cause la demande, donc c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on veut manger du saumon et du riz qu'on ne peut pas produire en France qu'il faut se débrouiller pour être souverain en riz et en saumon. Il y a aussi une réflexion à avoir sur la demande et redonner envie justement un peu de déguster, de rendre notre alimentation saine et durable attrayante. Et donc ça, c'est vraiment toute une question aussi culturelle. Merci, Voilà. merci. Alors, j'ai relevé, vous avez commencé par parler des financements et c'est vrai que c'est un peu là, si on passe maintenant disons, à la discussion des solutions, parce que euh, tous les deux, vous êtes engagés dans les débats à la fois du côté de l'analyse de la situation actuelle et des solutions. Alors, est-ce que d'ailleurs, c'est une des questions qui a été posée, l'étude ne préconise pas forcément plus d'argent, mais déjà de mieux orienter l'argent existant. Après, c'est vrai que la question se pose tout de suite, qu'est-ce qui se passe-t-il avec les systèmes si on commence à réajuster par des réglementations ou par des décisions publiques volontaristes? Qu'est-ce qui se passe dans les systèmes? Est-ce que vous avez aussi, au basique, commencé à réfléchir sur des impacts éventuels, des réajustements de ces flux? Et plus largement, comment voyez-vous les débuts des solutions dans la revue, dans le numéro que nous avons construit ensemble, on a parlé de la sécurité sociale de l'alimentation. C'est une des idées qui est très dans le débat aujourd'hui. En réalité, elle revient à poursuivre la socialisation du PIB parce que c'est des nouvelles cotisations sociales qui financerait le système. Du coup, bon, il y a un débat macroéconomique beaucoup plus large sur l'état de l'économie aujourd'hui, la compétitivité, etc. Bon, on ne va pas tout épuiser aujourd'hui, c'est sans doute à poursuivre dans les années à venir, mais déjà, à la base, la réorientation des flux, peut-on faire mieux avec les flux actuels sans augmenter est-ce que ça serait forcément très très cher pour la puissance publique ou pour la France, pour l'économie française, de commencer à mieux orienter les consommateurs? J'ai pas la réponse complète à ça pour être quand même humble. Commencer par ça, ça faisait pas partie Mhm. du périmètre de ce qu'on nous avait demandé d'étudier. Pour la première partie de ta question, la piste que nous, on aimerait bien poursuivre dans les années qui viennent, mais après, ce sera à voir avec ce que vous en dites, Anne, c'est que pour pouvoir bouger, nous, on a l'impression que ce qu'il faut, c'est se doter d'un chemin, d'un scénario, d'une prospective. Et que peut-être, en fait, ce qui serait intéressant, c'est d'adosser, en fait, cette réflexion sur les coûts sociétaux à une prospective qui dessine de manière à la fois physique et socio-économique à quoi, dans 15 ans, à quoi devrait ressembler le système alimentaire français. Donc, quelle trajectoire on pourrait lui donner d'autre que la trajectoire un peu tendancielle qu'on vient de voir aujourd'hui. Et si on veut cette trajectoire-là, quelle allocation
de 67 milliards qu'on a aujourd'hui peut être imaginé dans le temps, qui n'est pas forcément du jour au lendemain, en fait, mais qui est un accompagnement de cette transition qui aurait du sens, mais comment, en fait, quelque part, venir synchroniser, en fait, une réallocation ou un conditionnement des financements publics qu'on a vu avec une vision, en fait, de vers là où on veut, pour aussi donner de la visibilité à tous les acteurs de vers où aller et comment. Donc ça peut paraître un peu théorique, mais c'est déjà une première chose, mais qu'on n'a pas faite, et qui resterait à faire après ce travail-là, pour se mettre un peu en dynamique vers le futur. De manière un peu plus terre à terre. Il y a quelques nœuds, je ne les ai pas tous en tête, hein, mais je vais vous lister 2 ou 3 nœuds problématiques qui nous semblent un peu au cœur de ce qu'on voit. Il y a quand même un nœud sur les acteurs du milieu et du bout de chaîne, qui a eu un nœud très physique de déjà où sont les unités de transformation. On a fait aussi des travaux en parallèle de cette étude-là, notamment sur le fier bovin lait, bovin viande, avec la Fondation pour la Nature et l'Homme. Euh, on a une concentration des unités de transformation encore plus forte qui se sont déterritorialisées depuis des décennies pour aller se mettre notamment dans l'ouest de la France et dans certains endroits clés. Pas que, mais quand même en très grande partie. On a les cartes dans notre étude. En fait, c'est en train de nous poser un problème parce que ça veut dire qu'on concentre des outils dans des endroits qui sont de plus en plus loin des agriculteurs, qui du coup vont laisser en fait les agriculteurs sans débouchés possibles de plus en plus dans certaines filières, et surtout qui, quand on regarde des études purement économiques, on continue à dire qu'ils ne sont pas assez compétitifs par rapport à ce qu'on a au Danemark, en Hollande, en Allemagne. On ne parle même pas du Mercosur, là on est sur des voisins à côté de chez nous qui peuvent avoir des unités 4 fois plus grandes. Et en fait, nous, on a l'impression qu'il y a un nœud parce qu'en fait, c'est une espèce de fuite en avant vers le toujours plus grand. Sauf que le jour où on a, parce qu'il faut bien comprendre que ces unités, elles fonctionnent aussi avec des exigences de flux tendu, de rentabilité qui est calée au millimètre. En fait, la capacité qu'on aura demain à continuer à avoir des produits de terroir différenciés, etc., va être de plus en plus limitée, voire mise en risque, quand on n'aura plus que des unités comme ça, par lesquelles vont devoir passer nos matières premières agricoles, parce que 90% de ce qu'on a dans l'assiette, ce n'est pas des produits qui sortent de ferme, hein. Ça passe par une meunerie, ça passe par une laiterie, ça passe par des choses très, très concrètes, en fait. Donc, il y a certainement un besoin de remailler le territoire français, de conserver déjà autant que faire se peut des unités de taille intermédiaire, pas des petites choses, hein. On parle du fait justement de sortir d'une polarisation actuelle et d'avoir des unités intermédiaires qui permettent de garder un lien au terroir, au territoire, et de pouvoir justement passer cette différenciation du producteur au consommateur, ce qui nous manque aujourd'hui. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à redescendre. Surtout que, c'est peut-être ça le mot sur ce nœud-là qui est important, de se dire, nous on a peut-être l'impression, je vais peut-être caricaturer un peu, mais que si j'étais un économiste très classique, je dirais l'avantage comparatif de la France, c'est pas forcément d'avoir comme l'Ukraine des exploitations de 200 000 hectares de blé d'un seul tenant ou des feedlots américains à 30 000 bovins, parce que c'est pas ça notre faire-valoir. Notre faire-valoir, ça a toujours été historiquement ce qu'on dit en marketing, en fait, les terroirs, la ferme France, etc. Sauf que c'est plus vrai en milieu de chaîne. Et on a un bout de chaîne, comme vous le disiez, restaurateur aussi, il ne faut pas l'oublier, qui ne joue pas forcément ce jeu-là non plus, en fait. Donc, comment on fait pour raccrocher les wagons? Ça, c'est un nœud qui semble fondamental. Et le deuxième nœud qui est compliqué, mais ça, Anne nous en avait déjà parlé un peu, c'est le nœud du marketing et de la publicité. Parce qu'aujourd'hui, c'est 1000 fois plus d'argent, les 5 milliards et demi qui nous a pris un peu de temps à reconstituer, qu'on vient de vous dire, c'est 1000 fois plus d'argent mis par les acteurs privés que ce qu'on a à disposition comme argent public pour faire l'éducation et l'alimentation. Donc, c'est même plus David contre Goliath, c'est une fourmi contre une montagne. Premier problème. Et deuxième problème, c'est au-delà de la promotion de produits qui ne sont pas forcément les bons. La question qui est posée, c'est que une partie de cette force, une grande partie de cette force publicitaire, c'est pour nous dire, venez chez moi, c'est moins cher. Et ça, c'est constitutif du modèle de la grande distribution dont je vous parlais. C'est constitutif de notre relation. Vous disiez, le consommateur, qu'est-ce qu'il veut le moins? Ben, c'est peut-être, nous, on n'a pas l'impression de voir à travers cette étude que c'est codé dans nos gènes, en fait, qu'on veut une alimentation pas chère. Ce qu'on voit et ce qu'on réalise, c'est qu'on a un matraquage publicitaire qui nous dit, venez chez moi, c'est moins cher. Du coup, le consommateur, il n'a même plus l'idée en tête de c'est quoi le prix d'un aliment donné, parce qu'il y a toujours quelque part où on l'a moins cher qu'ailleurs, sauf qu'on ne sait pas à quelles conditions c'est. Donc, à un moment donné, si on n'arrête pas cette fuite en avant, ça n'enlève pas les complexités techniques à encadrer la publicité, mais c'est quand même sacrément problématique. Comment on arrête, en fait, et on enraye ces deuxième machines. Donc, au moins 2 nœuds, en plus de la prospective, ce que je voulais insister, en fait, le remaillage territorial, l'ancrage des acteurs, parce qu'aujourd'hui, les décisions, elles ne sont pas faites en fonction de notre territoire, et notre avantage comparatif, on est en train de le gaspiller. Et puis la question de la communication et de la publicité, dans quel univers on est, en fait.
Alors, je pense que aussi, je ne vais pas répondre, enfin, avoir la solution à cette question. Je pense que, bah, dans le cadre, pour répondre aussi ou réagir aux deux points sur l'angle théorique, dans la planification écologique, évidemment, nous, on porte aussi le fait d'avoir, de piloter de manière plus cohérente l'ensemble des choses, donc y compris les financements. Et après, donc le SGPE a été créé en juillet 2022, donc on est aussi dans une phase où la planification a défini un certain nombre d'objectifs, un certain nombre de leviers, mais on n'a pas une trajectoire et une vision pour chaque secteur et donc les financements associés. Après, ça ne veut pas dire que ça ne sera pas fait, mais pour l'instant, on n'est pas cet angle-là. Mais on peut tout à fait effectivement souhaiter qu'on ait une vision un peu plus claire. Après, je pense qu'effectivement, les enjeux de ces rebalancements seront à instruire très finement parce qu'on a quand même beaucoup d'acteurs qui ont peu de marge de manœuvre. Donc, si on envisage ça, il faut que ce soit effectivement bien suivi. Euh, et pour la partie un peu ancrage territorial, la planification écologique porte la question de la territorialisation, puisqu'on est dans une dynamique de territorialisation des objectifs et des sujets. Et donc, on a aussi un travail en fait, d'essayer d'apporter cette réflexion au niveau des régionales et départementales pour que, en fait, tout le monde essaye de s'emparer de ces sujets, y compris de l'agriculture. Alors, on n'en est pas sur la question effectivement, pour l'instant, des solutions. On est plus sur les objectifs, que ce soit sur les enjeux climat, biodiversité, eau, etc., et les leviers pour y arriver, qui en soi ne répond pas à la question des financements, mais répond au moins au fait d'avoir un peu collectivement une prise de conscience de ces sujets qui peut après amener à une réflexion un peu plus large sur les soutiens, les coûts, etc. Hmm. Merci. Alors, il y a énormément de questions qui sont posées. Je vois que Christophe essaye de répondre par écrit à certaines. Il pourra sans doute pas répondre à toutes. Mais alors, je pourrais pas non plus répondre toutes. Mais il y a une question un peu, disons, faussement naïve qui est posée sur est-ce que vous avez à toi, Christophe, mais en fait, en réalité, elle s'applique à vous également. Anne, c'est Antoine Ravignon qui te demande est-ce que vous avez fait des présentations auprès des acteurs du système, genre la FNCEA ou des grands acteurs quelles sont les réactions à ces analyses-là? Et en réalité, la question est évidemment plus générale, c'est-à-dire comment en parler aujourd'hui vu toutes les crispations qu'on connaît et qui ne nous orientent pas forcément dans le bon sens. C'est-à-dire la situation paradoxale aujourd'hui, c'est qu'on peut avoir presque une vision partagée de la crise, mais avec des solutions radicalement différentes. Et je ne suis pas sûr que c'est les solutions les plus positives qui remportent la bataille. Donc, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de tester vos analyses auprès de ces acteurs? On n'a pas, en fait, je regarde mes collègues aussi qui sont là, on n'a pas encore eu l'occasion en tant que basique. Par contre, c'est l'occasion de dire que une des spécificités de cette étude, c'est que les ONG pour lesquelles on a travaillé, donc en premier lieu, Secours catholique, CIVAM, mais aussi Solidarité Paysans et Fédération française des diabétiques, animent depuis fin du mois de septembre, pardon, des débats partout en France, au niveau local. Plus d'une quarantaine d'événements ont déjà été organisés, d'autres sont planifiés. On va pas plus tard que vendredi, nous, donc après-demain, en Bretagne, pour présenter aux acteurs des projets alimentaires territoriaux et des acteurs justement de la filière en Bretagne. Il y a aussi des transformateurs, des distributeurs a priori dans la salle. Vendredi matin, on vient présenter ça à Pontivy, par exemple. Ça va être notre occasion d'aller sur le terrain. Mais c'est vrai que c'est d'abord et avant tout en première ligne nos partenaires ONG qui font ce travail et avec vraiment une mécanique intéressante où ils essaient de ramener le débat au niveau citoyen, au sens où, quels que soient les acteurs, quelle que soit leur casquette, peuvent venir dans plein de localités un peu partout en France pour pouvoir justement échanger sur les résultats de cette étude. Et ils font un très beau boulot en ce moment de diffusion, mais par la base, je dirais. On n'a pas encore D'accord. eu l'occasion institutionnelle d'en parler avec les organisations dont tu parles. Mais on serait ravis de l'avoir avec la FCD, avec la FNSEA, avec l'ANIA. Au contraire. Et vous, de votre côté, vous voyez des forums où ce débat-là, il est, disons, dans un esprit constructif est possible? Alors oui, on a des échanges avec le monde agricole au sens large et on peut avoir un certain nombre de sujets sur lesquels on est d'accord, notamment
des enjeux de transition. Enfin, il y a des choses sur lesquelles c'est possible. Après, la question de la solution, et donc dès qu'on avance sur la question du partage de la valeur ou du prix, là, c'est quand même des discussions qui sont moins faciles à avoir. Hmm. Ben, j'ajouterais aussi à notre discussion, c'est que dans la revue, nous avons aussi essayé d'extrapoler un peu les tendances décrites par Christophe, et en se demandant où mène-t-elle? Et donc c'était Jean-Louis Rastoin qui a publié, enfin, qui a contribué avec un article où finalement il aurait produit la thèse générale qui est là depuis très longtemps, que les systèmes coexistent, comme on dit, les systèmes alimentaires coexistent dans une coexistence hiérarchique très inégale où le système, disons, actuel, il ne faut pas dire peut-être le conventionnel parce que apparemment les mots sont piégés, mais en tout cas prédominant, il continue d'être prédominant, mais et donc à côté, il y aura donc des niches bio, qualité, etc. En même temps je parle là sous votre contrôle, mais il reste quoi, 380 000 exploitations en France, et donc si on dit que donc il y a 10% disons, des filières alternatives, le reste est divisé, comme vous dites, entre le conventionnel ou le dominant, L'indifférencié. l'indifférencié et qui résiste à la compétition internationale, et il y a une autre moitié qui ne résiste pas. Donc si on fait, donc parce que j'ai compris que le volontarisme politique c'est difficile. Donc si on poursuit la tendance au fil de l'eau, Oui. où va-t-on? Ben, en fait, alors, on n'a pas de. Ça, c'est les travaux qu'on mène plus, nous, dans le cadre de consortium avec d'autres think tanks, mais globalement, en tout cas, les chiffres qu'on pose dans le cadre de ces études sont les suivants. Il n'y a que 7-8% de l'agriculture française qui arrive à être différenciée, donc qui arrive à obtenir des prix spécifiques qui couvrent leurs coûts de production par rapport aux qualités intrinsèques des produits, qu'ils soient bio, de terroir, etc., et de le faire valoir auprès de leurs clients. 8%. Tout le reste, par rapport à ce que tu dis, donc c'est à peu près la même chose que pour presque le même pourcentage, un tout petit peu moins 7 et quelques, c'est à peu près en miroir de ce qu'on a côté consommation. Les 92-93% qui restent, c'est à peu près moitié-moitié. Donc en fait, on a une grosse moitié, c'est un peu plus, c'est quand même de l'ordre de 50% d'agriculture française, un peu moins, qui a priori, quand on regarde les comptabilités agricoles, est taillé pour l'instant le modèle tel qu'il est, c'est-à-dire qu'ils arrivent à être rentables tout en poursuivant en fait ces rendements, cette productivité. Mais à quel prix? Celui des impacts qu'on a vu aussi premièrement. Et deuxièmement, c'est ça la nouvelle chose, mais on a vu sur l'étude de laitière notamment, un deuxième problème qui est en train d'arriver, c'est à force de s'agrandir, à commencer à représenter des tailles et des endettements tellement forts que la capacité de transmettre à de nouveaux agriculteurs derrière va être de plus en plus compliquée, ou va finir par revenir entre les mains de groupes privés qui ne seront plus du tout des agriculteurs. Ça, c'est potentiellement un risque pas à si long terme que ça qui nous arrive. Et surtout, on a 40% de l'agriculture française qu'on a qualifiée de peu compétitive, en fait, qui est soumise à accepter les mêmes prix que les autres, donc des prix bas, mais n'a pas, a des coûts trop élevés, en fait, ne peut pas s'en sortir. Et j'entendais encore ce matin à la radio, en fait, il y a en fait quelque part aussi certains acteurs qui ont un objectif plus ou moins affiché de dire il faut passer à une agriculture à 200 000 agriculteurs au lieu des 360 000 qu'on a actuellement. Ces 200 000, oui, c'est à peu près ceux qui survivent si on enlève ces 40% qui n'est pas compétitif aujourd'hui. Mais est-ce que c'est ça l'agriculture qu'on veut et quels seront les impacts et les contre-coups en termes environnementaux, sanitaires et sociaux de ce profil-là, qui est aussi poursuivi par ailleurs par nos voisins. En fait, tout le problème, en fait, c'est qu'on est en économie ouverte et que en Europe, j'entends, et qu'on a face à nous des pays qui sont clairement engagés dans cette logique-là. Que ce soit l'Allemagne, la Hollande, le Danemark, entre autres, parmi d'autres, mais aussi l'Espagne en partie sur d'autres parties agricoles. Donc c'est vraiment complexe. C'est là que la sécurité sociale alimentaire, je n'ai pas dit un mot tout à l'heure, est peut-être quelque chose de pas inintéressant, parce que le réflexe qu'on a souvent, c'est du coup frontière, pas frontière, etc. Une sécurité sociale alimentaire, même si je vais être dans quelque chose d'imaginaire aujourd'hui, mais si elle était mise en œuvre à une échelle française, c'est-à-dire que si elle représentait demain, je ne sais pas, on va dire 150 euros par personne, ça veut dire que ça pourrait représenter, je sais pas, 60% de toutes les dépenses alimentaires en France, elle pourrait être conditionnée à des exigences de marge, de distribution de la valeur, de correctement rémunérer cette différenciation, sans pour autant fermer les frontières. Elle peut complètement fonctionner avec le système privé. C'est-à-dire que quand on est dans le système conventionné, la sécurité sociale alimentaire, il faut accepter les conditions. Rien n'empêche les acteurs d'être en dehors du système conventionné. Mais du coup,
on ne mutualise et on ne paye que la partie sécurité sociale alimentaire, le reste, c'est le privé qui joue tout seul. Ça peut Ouais. être une façon de retrouver une forme de régulation en fait, de ce qu'on veut en France par rapport à nos voisins sans forcément rebrandir la question des frontières et pour pouvoir avoir une autre façon d'appréhender. Mais parmi d'autres, en fait, il y a certainement des Bah, solutions justement, explorées. Non, je voulais juste effectivement réagir sur la question de la nuance sur les filières en agriculture. Alors, je vous mets juste une slide, j'espère que vous Oui, le voyez. C'est juste pour rappeler justement cette question. Alors ça, c'est extrait d'un rapport sur la souveraineté alimentaire qui avait été partagé en avril 2024. Et en gros, ce que vous avez, donc c'est sur la base des données Agrest, vous avez par filière en fait une grande disparité des revenus. Donc c'est le revenu courant avant impôt par unité de travail. Donc voilà, ça vous représente une forme de revenu. Et vous voyez que par filière et au sein même des filières, en fait, on a une grande disparité. Donc le fait d'avoir en fait aussi de parler de l'agriculture française en général, c'est un peu compliqué. Et même au sein des filières, en fait, on a des modèles où ils sont, et des acteurs qui s'en sortent plus ou moins bien. Donc on voit qu'effectivement, on a des filières qui sont beaucoup plus en difficulté, mais c'est juste pour apporter ce sujet de nuance sur la situation économique des agriculteurs. C'est quand même très variable si on est en train de regarder en fait l'ensemble des filières. Voilà, c'était juste un point de... oui, mais est-ce que c'est toujours les plus grands qui, est-ce que c'est l'effet d'échelle qui va toujours être le facteur de compétitivité non, les ou deux. va-t-on? C'est la compétitivité coût, la compétitivité prix, en fait. Est-ce que c'est d'avoir les coûts les plus bas et d'être le plus grand possible qui fait que tu es rentable? C'est une partie. Une partie y arrive. Ou alors, c'est la compétitivité hors coût, qui est au contraire, je fais un produit différent, j'ai un meilleur prix, j'arrive à couvrir mes coûts, et on demande mon produit parce qu'il est recherché, parce que les autres ne savent pas le faire. Donc, c'est un peu les deux qui polarisent aujourd'hui, avec toute une partie de l'agriculture française qui est perdue entre les deux et qui n'est pas, qui ne enfin, qui aujourd'hui n'arrive pas à être, est obligée d'accepter la compétitivité coût alors qu'elle n'est pas compétitive dessus. Elle n'a pas d'autre choix. Elle n'arrive pas à se différencier. Il n'y a pas les débouchés derrière. Et aujourd'hui, c'est celle qui en risque de disparaître assez vite, dans le sens où ben, ils vont soit se faire acheter, soit il n'y aura pas de repreneur derrière. Je sais pas En si tout cas, c'est il y a eu comprendre. plusieurs questions qui tournent dans les questions que je viens de dire, qui cherchent des solutions pour mieux valoriser, Ouais. valoriser autrement. J'en ai repéré deux, et une autour des exploitations qui produisent aussi de l'énergie. Est-ce que ça, c'est quelque chose Ah. dont vous avez commencé à regarder ces modèles-là? Et une deuxième beaucoup plus spécifique sur des modèles très à la mode aujourd'hui, comme c'est qui les patrons? Est-ce que ce sont des... Je ne sais pas si vous avez analysé ces modèles, mais est-ce que vous avez une idée Hmm. de la valeur ajoutée sociale et Je environnementale? laisserai sur la Alors première peut-être partie, ouais. sur la question de l'exploitation de l'énergie, enfin, ce qu'on voit, c'est que le fait de diversifier les sources de financement pour les agriculteurs, ça peut être une bonne idée. Après, on a effectivement, dans ces modèles-là, il faut voir quels sont un peu les garde-fous à mettre en place, mais on est plutôt favorable au fait de réfléchir en fait à l'utilisation de l'énergie, notamment parce que la première source, c'est quand même la photosynthèse, et donc la question de la biomasse est très intéressante pour l'agriculture, et donc la valorisation de cette biomasse nous paraît importante. Et après, pour la question du modèle s'équivalent ou autre, je pense qu'on peut, enfin, la diversité des modèles est forcément souhaitable, quel que soit le. Enfin, je n'ai pas d'avis en soi sur c'est qui le patron. Ce que je trouve, c'est d'avoir en fait des dynamiques et des initiatives qui réfléchissent sur la question du coût et qui proposent en fait justement des produits différenciés est intéressante. Ce que je peux rajouter sur ce dernier point, donc on a couvert ça dans notre étude sur le secteur laitier, déjà pour replacer, parce que souvent on peut s'en faire une image peut-être un peu biaisée. Si on prend l'initiative C'est qui le patron, c'est 1,5% du lait collecté en France, 0,5. C'est de ça dont on parle en fait. Certes, ça vend du lait en bouteille, mais c'est une portion très 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 congrue en fait du marché. Et ça, c'est le premier point. Deuxième point, ça fait partie d'une famille plus large, qui est plus ancienne. Hein. Ça fait 15 ans qu'il y a des filières de commerce équitable en France, notamment, qui ont justement pour cœur en fait, de s'être fondées sur une juste rémunération à tous les maillons. Donc, on peut penser aux filières ensemble qu'on a chez Biocoop et qui sont coportées avec les agriculteurs qui sont dans leur coopérative, et qui ont une taille déjà plus importante et sur une plus grande diversité de produits. Puis, il y a plein de filières comme Agriéthique ou autres qui existent. Donc, en fait, on a là toute une famille. Elle est dans nos 5%.
mais elle est petite. C'est une petite partie des 5%. C'est peut-être 1-2% en fait de nous, ce qu'on a pu répertorier. Ce qui nous a, nous, marqué et qui est important, c'est que aujourd'hui, ça a du mal à sortir de la niche. Et deuxièmement, derrière la question de commerce équitable et de rémunération, va certainement de pair cette question de la différenciation. En fait, consubstantiel du commerce équitable pour que ça fonctionne, il y a la question de savoir d'où ça vient, dans quelles conditions c'est produit, qui a fait le produit. En fait, la transparence, c'est aussi, je pense, des choses qui sont dans les stratégies publiques qui sont discutées en ce moment. Puis dans le cadre des Galim 2 et Galim 3, ça faisait partie des expérimentations. C'est traçabilité sur d'où vient la matière première, mais pas juste France ou UE, c'est d'où ça vient plus spécifiquement. C'est une chose importante, et pas que sur les fruits et légumes frais, mais sur les produits transformés, en restauration. On met souvent l'accent sur la grande distribution, en restauration, demander d'où viennent les produits, en fait. Il n'y a pas d'affichage. Il n'y a pas aujourd'hui de transparence sur d'où ça vient, à quelles conditions. Au moment où on discute de Mercosur, ça fait partie des choses importantes. Transparent, je crois qu'il y avait une expérimentation dans le cadre des Galim 2 possible sur quel argent revient au producteur, quelle part de ce qu'on paye. Donc ça, on a vu passer un peu dans la publicité, dans les transports en commun, etc. Ces derniers mois, ça a commencé à arriver. Donc c'est aussi une question, mais on travaille pas mal là-dessus. On a travaillé pour la Commission européenne sur des secteurs alors un peu différents comme le chocolat et le café pour mettre en totale transparence qui gagne combien, pas seulement en termes de part du prix final, mais aussi en termes de bénéfices nets. Donc où sont les bénéfices et comprendre ce qui se joue. Donc c'est des choses qui sont possibles et qui font certainement partie de cet éventail d'éléments importants de transparence sur ces choses-là, mais surtout dans l'objectif de réancrer, reconnecter consommateurs et producteurs les uns avec les autres, qui est une grosse demande des consommateurs et qui est une grosse demande des producteurs. Mais après, c'est ce qu'on a vu, on a tout un système entre les deux. Donc toute la question va être comment on arrive à transiter, comment on arrive à planifier en fait petit à petit et pas trop lentement quand même, si possible, d'arriver à reconnecter ces deux ensemble. C'est certainement une multiplicité d'interventions et d'éléments qui sont nécessaires. Les labels ont leur rôle à jouer, mais nous, on a l'impression qu'il y a la puissance publique qui est la seule à pouvoir, à un moment donné, généraliser des choses. Enfin, si on parle de l'affichage environnemental, par exemple, ou de la transparence sur l'origine ou la rémunération, seul l'État, à un moment donné, peut avoir l'outil contraignant de dire, bah, à partir de maintenant, c'est tout le monde qui va devoir se plier un petit peu à ces choses-là. Mais justement, Christophe, il y a une question sur le label, puisque tu as mentionné le label HVE, haute valeur environnementale. À quoi sert-il? Ça, c'est une question que vous pouvez répondre tous les deux si vous voulez. Et ensuite, il y a une question directe à la SGPE. Quels sont, que je dirais tel quel, quels sont les moyens existants pour que les citoyens puissent exprimer leurs souhaits en matière d'alimentation? Alors, c'est plutôt une question disons, de démocratie ou de comment... Bon, l'alimentation a été débattue à la Convention citoyenne pour le climat, mais ça fait longtemps et toutes les propositions d'ailleurs n'ont pas été traduites par la loi. Mais comment est-ce qu'il faut de nouvelles initiatives pour justement former l'opinion publique sur comment vous voyez cette question démocratique aujourd'hui? Bah alors déjà, il y a la question du vote qui est quand même importante sur la question et de aussi mobiliser ces élus sur les sujets importants. Donc ça, c'est aussi important de faire remonter la question de l'alimentation comme étant aussi un sujet prioritaire ou important. Parce que à la fin, les élus font quand même partie des relais terrain qui font remonter au niveau du gouvernement les priorités et les problématiques des Français. Donc ça, c'est quand même important enfin, sur ces deux angles. Euh, Après, on a, enfin, je sais pas vraiment de solution de mobilisation, mais je pense que déjà d'avoir voilà, une activité ou en tous les cas un intérêt sur ces sujets-là, d'essayer de participer, de faire remonter ses idées et de voter en lien et effectivement, avec ses achats, essayer de s'informer, c'est déjà un bon point. Non, on n'a pas forcément de forum à date sur ces sujets-là. Et à nouveau, je ne suis pas non plus une représentante de l'ensemble de ce que fait le gouvernement. Donc Ouais. peut-être qu'au niveau du ministère de l'Agriculture, dans la partie alimentation, ils ont d'autres idées sur des relais. Donc ça, je n'ai pas une réponse exhaustive. Oui, ce qui est intéressant avec, disons, cette proposition de SSA, donc Sécurité sociale de l'alimentation, c'est justement que ça se traduit pour le moment par des expérimentations Hum, locales où il y a beaucoup
de liens et de délibération sur quelle alimentation voulons-nous. Mais ça, c'est très local, très ponctuel, donc c'est pas du tout pour le moment transformateur. Et sur le labellage, qui veut répondre? Non, mais ça peut être. Moi, je peux dire rapidement qu'on a deux choses. On avait produit une première étude qui est disponible sur notre site, hein, publiquement, gratuitement, de différents labels. On avait regardé une quinzaine de labels alimentaires, dont HVE. Mhm. Il y a aussi plusieurs labels liés à l'agriculture biologique, de commerce équitable, etc. Cette étude montrait, avec la même boussole de durabilité que celle qu'on vous a présentée, qu'en fait, le niveau de preuve d'HVE était très faible. Il y a peut-être, voire certainement, des agriculteurs qui font des choses bien dans HVE, mais en fait, pour l'essentiel, en fait, on ne sait pas. Voire même le système même de notation et de compensation des notes à l'intérieur de HVE permet à des agriculteurs, et ça, des données déjà il y a 4 ans, quand on a fait l'étude, il y a 3 ans, c'est une étude qu'on a faite pour WWF, Greenpeace et l'UFC Que Choisir, montrait qu'il y avait plein d'agriculteurs qui, par exemple, n'avaient absolument pas changé leur usage de pesticides, et pourtant, ils étaient labellisés HVE, notamment en viticulture. Donc en fait, nous, ça nous avait amené à apporter, enfin pas nous, mais les ONG pour lesquelles on avait travaillé, à apporter des recommandations de revoir de fond en comble, voire même de mettre de côté ce label HVE, dont le nom en fait laisse présager pour le consommateur d'avoir des grosses promesses environnementales, alors qu'en fait la preuve n'est pas là. Contrairement au label bio, ce qui ne dit pas que le label bio est parfait, mais il n'y a pas du tout le même niveau de preuve entre les deux, les exigences environnementales. Alors depuis, il y a une étude d'impact qui a été faite notamment par un bureau d'études qu'on connaît bien, l'ASCA, qui a été beaucoup plus loin et qui a eu accès à un certain nombre d'informations, qui a été en plus confirmé, en fait, c'est les premières analyses qu'on avait portées en 2020. Et je crois qu'il y a des discussions qui sont encore en cours sur HVE et son futur, mais qui ne sont pas du tout stabilisées. Ben, après, je n'ai Mhm. peut-être pas les dernières nouvelles en date là-dessus, quoi. Non, mais effectivement, enfin, il y a déjà eu une revue qui avait été faite du label HVE et donc il y a un travail qui est en cours. Après, il y a un certain nombre d'agriculteurs s'étaient engagés dans le HVE, donc à nouveau, on est aussi sur une question de nœud du niveau des contraintes et de changement de cahier des charges une fois qu'ils sont engagés dans une démarche. Bon, ça pose des questions. Après, je ne réagirai pas plus sur la question du fond du label HVE. Oui, alors l'heure tourne de toute façon et nous avons pris l'habitude dans ces séances d'annoncer l'heure 14h15 et finir à 30, ou en tout cas dépasser légèrement si c'est possible. Mais on va essayer disons, de conclure. Enfin, conclure, on ne peut pas conclure en réalité. Moi, j'ai une question très générale à vous deux. Finalement, la tendance longue, la tendance historique est quand même justement, comme tu as mentionné, Christophe, que quand on voit l'alimentation comme le poste du budget des ménages, il a quand même baissé historiquement depuis les années Hum. 70. Oui. Donc, est-ce que finalement, on tourne dans tous les Ah, sens autour de la valorisation? Est-ce qu'on peut infléchir la tendance sans ça, sans remonter les coûts. Alors, c'est une moyenne, évidemment, et comme chacun sait, la moyenne cache des disparités sociales, parfois territoriales aussi, etc. Mais est-ce que globalement, dans une vision un peu macro, est-ce que c'est dans ce sens-là qu'il faut aller pour... Je sais que vous avez par ailleurs publié une étude il y a quelques années avec l'IDRI hum. justement sur la possibilité pour des fermes de financer la transition vers Hum. un autre modèle. Et c'était le facteur prix qui revenait, le prix de Oui, vente qui revenait c'était tout le temps. important. Donc, facteur prix, c'est Du coup, ça permet de faire un point. En plus, j'ai oublié de réagir tout à l'heure. Nous, qui nous est apparu dans le cadre de l'étude, qui est assez fondamental. C'est important de revenir sur ce budget des ménages. Euh, il y a au moins deux, trois choses à dire. La première, il y a une fausse image d'Épinal qui n'est pas du tout vérifiée par les statistiques, qui serait que les gens, parce qu'ils achètent des smartphones, ils achètent des produits pas chers. En fait, c'est pas ça le sujet. Quand on regarde les données de l'INSEE qui sont excessivement claires, toute la baisse du budget alimentaire des ménages, il y a un effet de vase communicant direct avec le prix, enfin, le coût, pardon, pour les ménages des transports, mais surtout du logement. Le logement a pris quasiment entièrement, en fait, l'argent qui n'est plus mis dans l'alimentation, il est mis dans le logement. Et en 2 générations, en fait, on a un changement total des dépenses des ménages, qui pour le coup interroge autre chose, c'est-à-dire la politique générale de l'État, et le fait que s'il n'y a pas une politique du logement à la hauteur des enjeux, en fait, on se retrouve avec des ménages qui sont acculés à faire des arbitrages sur les dernières dépenses où ils peuvent décider juste de sauter un pas
au moins pour les adultes. Et donc, c'est l'alimentation qui paye les frais de l'ensemble. Donc, il y a quand même, dans une image d'ensemble, ça qui ressort extrêmement fortement. Et je vous assure, c'est pas le petit détail des dépenses d'équipement qui change quoi que ce soit à la donne. C'est là que ça se passe, en fait. Donc, il y a quand même un premier élément qui est là. Après, il faut rentrer dans les déciles de revenus. Donc, on a commencé à regarder ça. On a quand même des très, très grandes disparités en France. On a un faisceau de preuves légitime sur le fait qu'il y a peut-être en l'état actuel des prix, en fait, peut-être jusqu'à la moitié des Français qui peuvent pas, enfin, qui aujourd'hui ne dépensent pas assez pour pouvoir se payer une alimentation saine et durable. Cette moitié-là, est-ce qu'elle peut vraiment mettre cet argent sur la table? Ben, au vu justement du poids des dépenses de logement, de transport, parce que leur logement, il va souvent loin, il faut la voiture pour pouvoir aller travailler, etc. En fait, il y a une contrainte totale en fait, qui est mise sur peut-être la moitié des ménages en France. Et donc ça, c'est véritablement une problématique importante qui dépasse, et je crois que c'est un des messages clés qui est porté par le Secours catholique à l'issue de l'étude. En fait, cette question-là que tu poses, c'est avant tout une question de revenus, c'est pas une question de dépenses alimentaires. Sauf potentiellement pour ceux qui ont déjà des bons revenus, où là, pour le coup, on est légitime à se dire, bah tiens, est-ce que pour le coup, on n'a pas quelque chose en termes d'information, d'éducation, d'alimentation et autres, qui fait qu'il y a toute une partie des gens qui, eux, pourraient, mais encore une fois, elle est certainement minoritaire en France aujourd'hui. Ceux qui ont les moyens, peut-être 30-40% de la population, de faire ces choix. Il y a une grosse moitié de la population, elle n'a pas ce luxe-là, en fait. Et ça fait partie, on a l'impression de voir ça, du schisme qu'il y a aujourd'hui entre des gens qui vivent une incantation qu'on leur fait à dire c'est vous les responsables et qui culpabilisent une partie des Français qui ne mangeraient pas ce qu'il faut. Alors que, bah, premièrement, déjà, les fins de mois ne le permettent pas forcément. Et deuxièmement, en plus, c'est le dernier plaisir qu'ils ont encore, puisque pour tout le reste, ils sont contraints. Donc, si on commence à leur dire qu'il faut manger de Nutella parce que ça va nous coûter la Sécu, en fait, à un moment donné, il y a tout un nombre de gens à qui bah, c'est juste vécu comme une agression, en fait. De manière assez claire qui leur tombe dessus de la part de ceux qui ont les moyens de pouvoir, eux, se permettre de pouvoir manger tous les jours. Donc, en fait, voilà, c'était peut-être un peu rapide, mais c'est pour une entrée en matière prolongée. Alors, au-delà de ça, certainement d'autres débats qui ont lieu et qui sont importants, quoi. Peut-être, enfin, justement, pour prendre un peu le fil sur la partie alimentation, enfin, la partie, pardon, agriculture, on a aussi un peu le même sujet, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup du prix, mais en fait, il y a aussi la question de re-questionner, pardon, le niveau de charge actuellement dans les exploitations, parce qu'on a une très forte dépendance à l'azote qui, du coup, a des prix qui peuvent exploser, comme ça a été le cas avec la guerre en Ukraine. On a aussi une forte dépendance au gasoil, à la question des pesticides, et donc une grosse dépendance en fait en général aux intrants qui est quand même un poids très important sur les charges. Et donc à la fin, on a l'effet ciseau entre le prix et les charges. Et donc ça, il y a aussi une question d'arriver à trouver des solutions pour réduire les intrants. Donc là, on a des leviers de l'agroécologie et il y a des questions de référence économique, technico-économique pour que tout fonctionne, mais il y a quand même des leviers qui existent et des initiatives qui fonctionnent pour réduire en partie l'utilisation de l'azote, notamment avec la question des légumineuses, etc. Mais enfin, c'est anecdotique. Mais en gros, enfin, mon exemple, ce que je veux dire, c'est qu'il y a énormément de leviers. Et cette question des charges est aussi un point très important pour reprendre au début de la chaîne cette question de mettre au regard la question du prix et des charges. Mais oui, Christophe, tu as mentionné le logement, effectivement, et ça, c'est une bonne façon de conclure, je pense, parce que justement une vision systémique des dépenses des ménages et de ce que, disons, ce qu'on peut faire à l'échelle des ménages, à l'échelle de l'État. Il se trouve que le numéro précédent de l'économie politique portait justement sur la crise du logement et j'ai organisé plusieurs débats sur ces sujets. Un des points qui revient constamment, c'est le fait que que l'État français, en tout cas, manque complètement d'outils pour prélever les plus-values réalisées dans la propriété immobilière, parce que on est tous devenus, pas les propriétaires, pas tous, mais les propriétaires qui ont acheté il y a longtemps sont devenus bien plus riches, mais ces plus-values ne sont pas prélevées pour être utilisées à d'autres fins. Donc, il y a une espèce d'inégalité structurelle. C'est pas une crise, c'est plutôt une transformation de la situation sociale française qui fait qu'effectivement, si vous vous demandez aujourd'hui au niveau même des collectivités ou encore plus des ménages, bon, il n'y a aucune marge de manœuvre pour inverser la tendance. Donc ces vases communicants existent, mais les solutions sont forcément
très, très systémique. Bon, c'est un autre sujet qu'on ne va pas aborder aujourd'hui, mais en tout cas, je pense que c'est très utile de terminer par ça, parce que ça confirme un peu, disons, la conviction de l'Institut Veblen, c'est que la transition est partout. On la retrouve dans toutes les questions sociales qu'on se pose. Donc, un jour, on va arriver à faire une planification écologique avec tous ces éléments-là liés entre eux. Je compte sur vous. Mais en tout cas, pour aujourd'hui, merci, un grand merci à Anne Laurent et à Christophe Alliot. Nous n'avons pas pu répondre à toutes les questions, mais un On essaie certain au mieux. nombre d'entre elles. Et je vois que nos deux intervenants continuent de taper sur les claviers. Avant de se quitter, je vous rappelle que nous avons un débat à l'Académie du climat le 4 décembre sur un autre thème, mais enfin tout est lié en réalité, sur l'accord de commerce Mercosur. Bon, il n'y a pas besoin de le présenter puisque c'est vraiment dans les débats. Et ça sera ma collègue Mathilde Dupré qui va animer ce débat-là. C'est le 4 décembre. Vous pouvez trouver l'information sur notre site. Je pense qu'elle a été communiquée aussi ici via le site, via le chat. Donc, pour aujourd'hui, merci encore. On s'arrête là, sachant que le débat que nous avons commencé aujourd'hui, on va le continuer ici avec le basique à l'Institut Veblen et ailleurs aussi. Et nous n'avons pas trouvé toutes les réponses, mais Dieu sait que la question est complexe. Merci et à très bientôt.